sommes au rendez-vous pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles par un clic sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges Geoffroy Vaha, Bernard Bougouma, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Fourniture des biens et services miniers, un cap vient d'être franchi avec l'adoption hier en Conseil des ministres du décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Un décret qui fait obligation aux entreprises minières et leurs sous-traitants d'accorder aux personnes physiques morales burkinabées tout contrat de prestation de services. C'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Et comme annoncé par la presse depuis quelques jours, la rencontre entre Patrice Talon et son successeur Yahi Boni a bel et bien eu lieu hier au Bénin. Allons-nous vers un apaisement politique? La question sera posée aux juges. Mais avant les décryptages, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et nous allons commencer par le juge Bougouma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est toujours au niveau du Sahel, couplé à la crise des sous-marins au niveau de l'Europe, entre cette crise née entre la France et les États-Unis et l'Australie. Maintenant, c'est suite également à l'interview que un général français, donc Dominique Trinquant, qui connaît bien les Américains, qui a travaillé aux côtés des Américains, aux côtés des Français, mais c'est un Français comme je l'ai dit, à travers cette interview qu'il a accordée à RFI, et il affirme le combat est stratégique, le combat au Sahel est stratégique pour la France et très utile pour les Américains. Stratégique pour la France et très utile pour les Américains. Comprenne qui comprendra. Alors, ce qu'on retient dans cette interview, c'est qu'il le dit, il avoue qu'une bonne partie du renseignement obtenu par la France au niveau du Sahel, c'est fourni par les États-Unis qui ont beaucoup plus de logistique. Et la France n'a pas les moyens pour quadriller à elle seule le Sahel. Il faut un renfort américain. Et il a même évoqué que quand le leader de l'État islamique au Grand Sahara, Sahraoui, a été tué par les frappes françaises, Macron a évoqué une collaboration. Il n'est pas allé au fond, mais en réalité, il dit c'est américain. Mais étant donné que c'est un précaré entre griffes français, les Américains ne communiquent pas sur le contenu réel des actions, ne communiquent pas sur les résultats du renseignement, parce que c'est renseigné et fourni effectivement à la France qui est comment on appelle ça, en avant-front, donc en avant pour effectivement ce combat, pour cette bataille-là. Donc, stratégique pour la France et utile pour les Américains. Je pense que ça doit sonner. Donc, en quoi est-ce que c'est stratégique et en quoi est-ce que c'est utile pour un pays? Donc, les enjeux parfois vont au-delà de ce que nous voyons. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts diplomatiques et tout et tout. Macron a besoin de résultats aussi au Sahara parce qu'il est en pré-campagne, il faut avouer les choses. Et donc, mettre aussi la pression d'une façon ou d'une autre sur les pays du Sahel pour obtenir une sorte de collaboration, par moment brandir un résultat qu'on a pu obtenir, cela, ça facilite également les choses à la France. C'est pourquoi j'avais dit, Paris bandera les muscles par rapport à la crise des sous-marins, mais ça n'ira pas loin. D'ailleurs, Macron a dit, comme on appelle ça, Biden a dit hier qu'il y aura une rencontre avec Macron pour aplanir les divergences, et déjà le retour de l'ambassadeur français est annoncé la semaine prochaine à Washington. Bon, c'était pour tirer, c'est pour dire qu'on n'est pas content, mais bon, est-ce que la France peut aller au-delà, compte tenu aussi de l'appui américain au niveau de l'OTAN, de l'appui américain au niveau du Sahel et dans bien d'autres domaines qu'on ne dit pas. Donc, une crise pour une crise, mais bon, la France aura montré qu'elle est fâchée, comme en Irak, elle a refusé d'aller en guerre. Les Américains étaient fâchés, mais ainsi vont les relations internationales. J'ai dit, nous devons regarder ces choses-là de près, analyser ces choses de près et faire les choix en fonction de ce que nous voulons pour nos pays, pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est un élément qui est très essentiel. Merci, juge Bougouma, pour ce regard. Geoffroy Vaha.
Oui, merci Président. C'est vrai qu'on va parler des mines tout à l'heure. Moi, je vais m'intéresser à un rapport, celui ITIE, qui est encore provisoire et qui est sorti, qui fait des grosses choses du côté de la RDC. Et il fait beaucoup de révélations sur ce rapport-là. Et il s'intéresse à une joint venture qui a été signée, je pense, en 2008 entre la Chine et donc le Congo. Et quand vous regardez, c'est 6 milliards en prêts et la moitié devrait être remboursée à travers les exportations qui devraient être faites. Maintenant, quand on regarde au fond, c'est-à-dire que sur les 6 milliards, la moitié devrait aller à des infrastructures et le rapport fait état de ce que moins d'1 milliard a été effectivement décaissé. Et quand vous regardez dans le sharing qui est fait, la RDC s'en sort avec 32%, alors que celui qui envoie l'essentiel des actifs à travers les gisements pour cette joint venture-là. Et les 32%, c'est mal rémunéré, ça c'est un. Et deux, c'est que la partie, je ne vais pas dire que c'est la partie chinoise ou quoi, mais dans tout cas, ceux qui ont travaillé là-dessus ont consciemment évalué à la baisse les gisements. Donc, enfin, on va dire encore, c'est une double injustice, comme ça, à l'endroit des Congolais. Et quand vous regardez dedans, il y a plein de choses qui ne sont pas nettes. Beaucoup d'avenants pour cette joint venture-là. Et je pense que le dernier, c'était en 2017, alors que Kabila partait. Et ce qui est révélé, c'est qu'il y a la décision de rémunérer déjà les actionnaires, ce qui était hors de question au départ, dès la première année. Donc ils ont décidé de commencer à les rémunérer dès la première année, alors que c'était hors de question. Et en contrepartie, il y avait des exonérations fiscales qui leur étaient accordées. Donc ils sont exonérés et puis se partagent l'argent, contrairement à ce que disaient les engagements. Et ça, c'est à la sortie de Kabila que cela a été signé. Maintenant, pourquoi? Qui est-ce qui est parmi les actionnaires puis qui est en poche? C'est la grande question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, celui qui perd dans cette affaire-là, au regard du rapport de ITIE, c'est bien le Congo. Et c'est comme ça, beaucoup de contrats que nous ficelons dans nos pays, en tout cas sous nos cieux. Quelquefois, on se pose la question de savoir si les gens ne pensent pas à leur poche ici et maintenant et oublient leur pays. Et tenez-vous bien, quand on parle par exemple de la question de certains paiements et des contrats qui ont été faits avec les avenants, comment on peut comprendre que le ministère même des Mines n'est pas au courant? C'est-à-dire le contrat qui a été, les avenants au contrat sont ignorés par le ministère. C'est-à-dire que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave ce que le rapport ITIE donne. On espère que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on peut espérer dans tous les cas. Mais je pense que c'est aussi l'importance de ce qu'on a comme quelquefois regroupement. Je parle de ITIE qui vraiment en matière d'industrie extractive met vraiment là-bas assez au-dessus les questions d'investigation pour avoir ici ou là comment est-ce que les choses sont gérées, qu'est-ce qui ne va pas, et puis à travers son rapport mettre le doigt sur un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est bien. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Nous allons nous engouffrer dans la brèche ouverte par le juge Va dans son avant-propos et parler du secteur minier. Le gouvernement burkinabé qui décide de faciliter en tout cas le transfert de compétences et de technologies pour les nationaux dans ce secteur-là. Il y a un décret qui a été adopté hier en Conseil des miniers et cela porte sur la fixation des conditions de fourniture locale dans le secteur minier. En attendant peut-être l'application, juge Bougma, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un grand pas qui a été franchi hier à travers l'adoption de ce décret-là? Oui, là, il faut le reconnaître, c'est un grand pas. Et quand c'est bon, c'est bon. Et en attendant de voir les tenants et les aboutissants de tout ce qui est consigné effectivement dans ce document par rapport au contenu local, ou local content selon l'appellation anglophone, sur le secteur minier, j'ai dit en attendant d'avoir tous les détails, parce que c'est hier que c'est passé en Conseil des ministres, il faut féliciter les acteurs qui ont travaillé à ce que cela puisse aboutir et féliciter le ministère. Parce que j'ai dit ça a été le fruit d'un combat de longue haleine, d'un combat de longue date. Quand vous côtoyez ceux qui sont dans le domaine des mines, que ce soit les patrons ou les Burkinabés ou les cadres qui sont dans les ministères ou les travailleurs, effectivement, il y a un effort à faire. Ici, nous en avions parlé au cours d'une émission au cours du tribunal de l'actualité. Et on avait reçu également les maires des communes minières qui se sont longuement et largement exprimés là-dessus par rapport à un certain nombre de choses que les acteurs estiment qu'on fait effectivement améliorer par rapport à toutes ces choses-là. Donc,
il y a la question des commandes, la question des marchés, la question de l'employabilité, les cadres burkinabés dans les mines, comment est-ce que ça se passe. Il y a beaucoup de choses effectivement à régler au niveau des mines. Mais je dis bien, c'est étape par étape. Voyez-vous, le fonds pour le développement local, donc au niveau des communes, mais ça a été le fruit d'un long combat. La transition avait validé les choses, avait même, comment on appelle ça, augmenté la cagnotte, mais il a fallu, je pense, 2020 à côté, pour que, avec la pression des communes minières, j'ai dit bien avec la pression, parce qu'eux aussi ils ont subi des pressions de la part de la population et de certains patrons des mines, et même au niveau des ministères, il y avait des cadres également qui ont trouvé le moyen de mettre de la pression sur ces maires-là pour qu'ils se la bouclent. Donc, et ces maires finalement également ont pu obtenir le fonds, comme on a fonds minier pour le développement local. Ça a été enclenché et aujourd'hui ça contribue à faire le bonheur des populations et à améliorer au niveau des communes par rapport à un certain nombre de problèmes à régler. Donc ça c'était déjà un pas. Ensuite il y a aussi les autres éléments. Bon, sur le plan de l'employabilité, c'est vrai que les choses se sont améliorées, mais on espère mieux. Donc maintenant, par rapport aux questions de commande dont il est question, là aussi, les entreprises locales avaient suffisamment de problèmes par rapport aux conditions fixées. Et donc, je pense que c'est une initiative qui, de mon point de vue, est bien. Et même si certains disent que même pour parvenir à pouvoir adopter ce contenu local-là, ça n'a pas été du tout repos parce que la pression fusait de partout pour que le pas également ne puisse pas, comme on appelle ça, être franchi. Donc, ce que nous avons également eu comme information, il y avait des pressions et bon, au niveau du ministère, certains étaient obligés de tenir bon parce que c'est ça aussi la réalité. Il y a beaucoup d'argent, c'est des questions d'intérêt. J'ai dit que quand les maires sont sortis pour animer la conférence de presse, ça a été d'ailleurs l'unique conférence de presse, il n'y a pas eu une deuxième conférence de presse. Il n'y avait que quelques maires courageux qui pouvaient aller sur les médias. Les autres de coups de fileur ont dit calmez-vous. Et ça venait même de notre ministère. À un même, il a été posé clairement la question. X et Y sont bien assis. Est-ce que vous êtes sûr que si on secoue le cocotier, vous n'allez pas tomber? Ça a été une question qui a été posée à un maire. La suite, on la connaît. Depuis que monsieur a disparu des radars, il n'en parle plus. C'est vrai que le combat a payé, mais lui ne parle plus aux médias. Ils sont nombreux, ces maires-là, qui ont eu de la pression. Donc, n'imaginons pas, pour cette étape-là également, comment des maires également ont eu de la pression dans cette affaire. Et comme on appelle ça, au niveau du ministère, certains cadres ont eu de la pression par rapport à cette affaire-là. Alors vous avez dit malgré la pression, il faut dire que la lutte a payé. Aujourd'hui, le décret a été adopté en Conseil des ministres. Mais pour beaucoup, cette décision devait venir un peu plus tôt. Le ministre même l'a reconnu. Ce décret était attendu depuis 2003. Juva. Oui, c'est vrai que c'était attendu depuis 2003. Moi, je dis toujours, quand il y a une avancée, il faut reconnaître l'avancée. Quand il y a des efforts qui sont faits, il faut les reconnaître. Maintenant, il faut espérer qu'il y ait toute la rigueur pour que les textes ne restent pas que des mots écrits sur du papier et que cela transpire et impacte les actions sur le terrain et donc oblige dans les transactions à tenir compte des engagements qui ont été pris. Et donc ça déjà c'est saluer l'effort qui est fait, le cap qui est passé. Maintenant il faut savoir aussi quel contenu sera mis dedans. C'est ce qu'on attend de voir. Mais il faut dire déjà ici et maintenant que dans un rapport qui était fait, je pense à la Chambre des mines, mais si ma mémoire est bonne, je vais retrouver qui a donné le rapport. Mais ce qui est dit, quand vous regardez, c'est que en fait, quand on prend le secteur minier, nos entreprises burkinabées, en termes de part de marché, je parle de fourniture de biens et services, c'est seulement 15%. C'est-à-dire 15% de ce gros marché-là qui revient à nos entreprises. Et quand vous regardez, c'est entre 800 et 1000 milliards qu'ils arrivent à se faire. Mais ça, on peut l'améliorer. Mais quand vous allez regarder, le plus gros, ça reste à qui? Quand vous prenez en matière logistique, c'est Bolloré, Damco, si ma mémoire est bonne. Vous regardez aussi au niveau du carburant, c'est Total. Vous allez prendre au niveau de la brasserie, c'est Brakina. Donc, ça, c'est ceux qui se taillent. En tout cas, la bonne partie. Maintenant, il y a une réalité quand vous écoutez, parce qu'il y a une alliance burkinabé, je pense, qui regroupe ceux qui sont dans la fourniture de biens et services miniers. Et il pose le problème aussi des moyens. Et je pense que le ministre en parlait, ça c'est très important. Parce que c'est un secteur où
la fourniture ne se fait pas à minima. Ça demande de gros sous et de gros moyens. C'est pour ça que le ministre appelait à ce que les opérateurs dans le secteur acceptent de se mettre ensemble. Parce qu'il y a des marchés sur lesquels, pour une commande, quand vous allez voir les chiffres que ça demande, c'est vraiment faramineux. Mais en même temps qu'on demande aux gens de se mettre ensemble, c'est parce qu'on a un secteur banquier aujourd'hui burkinabé qui est fait de banques nationales. C'est le moment aussi que ces banques qui sont derrière là, qui capitalisent l'épargne et tout, acceptent d'accompagner avec certaines largesses ceux qui voudront bien entrer dans ce secteur-là ou bien qui y sont depuis et qui attendent d'avoir des capitaux plus intéressants pour soumissionner par rapport à certains marchés. Donc il y a tout ça qu'il faut voir, qu'il faut vraiment voir derrière, mais il faut commencer déjà par dire félicitations. Mais le problème aussi souvent dans notre Burkina, c'est bien ça, on a déjà des tests qui obligent à comment c'est qu'on appelle ça, la préférence pour les entreprises burkinabées en matière de qualité et autres et de paiement lorsqu'elles sont à mesure de pouvoir fournir. Mais ça même, est-ce que c'est vraiment respecté? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et je vais déjà m'arrêter là pour l'instant. D'accord. Alors, juste, c'est vrai que quand on regarde les difficultés qu'on a rencontrées dans l'opérationnalisation du Fonds de développement minier, est-ce qu'on n'est pas en droit d'être sceptique justement quant à la mise en œuvre de ce décret qui a été adopté? Bon, mon scepticisme, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais en même temps, de mon point de vue, je pense aussi que les entreprises burkinabées doivent faire l'effort d'être à la hauteur des enjeux. Parce qu'il s'agit aussi de pouvoir fournir un travail de qualité, de pouvoir répondre à une offre de qualité à la hauteur des enjeux. Donc si vous n'êtes pas aussi à la hauteur des enjeux, ça ne va pas marcher. Parce qu'effectivement, il y a un avantage pour nos entreprises locales. Parce que ça va permettre le développement national, ça va permettre le transfert de technologies, ça va permettre également le développement de compétences et puis augmenter le revenu national. Ça, ce sont déjà des avantages. L'autre aspect aussi, c'est que ça va permettre aussi de participer aux appels d'offres, de transférer le savoir-faire, d'avoir accès aussi aux formations. Ça va créer un emploi, comme on appelle ça, des emplois au niveau local et améliorer d'un point de vue d'impact la communauté. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'avantages. Mais là aussi, vous êtes une entreprise, vous avez une commande à passer, vous passez votre commande, vous faites votre appel d'offres. Il y a des entreprises soumissionnaires, vous regardez par rapport à la qualité de l'offre, ça vous pose problème parce que vous avez besoin d'un travail de qualité. Vous commandez par exemple un téléphone ou bien une table de ce genre et sur le plan local c'est difficile d'avoir quelqu'un qui peut vous confectionner ça avec la qualité que vous voulez. Donc à un moment donné, alors là vous l'oblige, mais en même temps il y a la réalité parce que vous avez besoin d'un travail de qualité. Donc c'est bon de l'avoir adopté, c'est bon de féliciter, mais nos entreprises doivent se mettre en tête qu'elles doivent également être à la hauteur des enjeux. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit bien il y a un effort à faire. Surtout en termes de regroupement. C'est de se mettre en tête que seul, ça va être très difficile. C'est une affaire de réseau, c'est une affaire de synergie et seul, vous voulez évoluer seul, ça va être très difficile parce que les grands groupes également qui viennent sont des hommes qui se mettent, c'est des groupes d'hommes qui se mettent ensemble. 10, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Pour certaines entreprises, les fondateurs ne vivent même plus. Ce sont les enfants, les petits-enfants qui continuent, qui assurent la relève. C'est des petits-fils, des arrière-petits-fils, de ces mêmes partenaires qui ont commencé depuis longtemps, parce que c'est basé sur du solide. Alors que nous, la tradition, quand l'opérateur économique lui-même disparaît, son entreprise disparaît. Quand X et Y fils n'est plus là, c'est fini. Donc, il nous faut également une intelligence pour faire ça également autrement. Donc, je pense également qu'en termes d'exigence, c'est ce qui fait que, pas que je suis sceptique, je mets des réserves. On a une expertise nationale dans les domaines de fourniture de biens et services au niveau des mines. Il y en a. Donc, il y en a qui sont dans la vente, dans la commercialisation des engins lourds. D'autres font déjà de la location, Geoffroy a dit ça fait 15%. Donc il y a déjà des Burkinabés qui commercent
C'est vrai que la part est réduite avec les entreprises minières, mais en même temps aussi il y a des conditions effectivement qui ne facilitent pas un certain nombre de choses. Vous vendez des hydrocarbures, quelqu'un vient avec ses machines, il a sa mine et le fabricant dit pour garantir pour la garantie il faut forcément mettre le carburant dans telle ou telle station-service. Vous faites quoi? Le fabricant d'ici c'est pas là-bas, lui ne peut pas respecter la garantie parce que c'est le carburant de cette compagnie pétrolière. Il fait confiance au carburant de cette compagnie pétrolière. Ça veut dire que ça demande aux Burkinabés également d'améliorer la qualité des hydrocarbures qui sont servis dans les stations-service. Vous avez des engins à moteur, il y a des stations-service de grande envergure, parfois vous prenez le carburant et quand vous démarrez, le bruit du moteur change automatiquement. Vous voyez comment on appelle ça, un mécanicien, comme on appelle ça, un maintenancier automobile, un mécanicien, il vous dit, il allume le moteur et puis il dit le carburant n'est pas bon. Pourtant, quand vous regardez le standing de la station, c'est grand. Donc vous-même, vous réalisez que cette station a un problème. Parce que malheureusement, vous avez des stations-service qui continuent de travailler avec le carburant de contrebande. Donc des moteurs ont eu des problèmes à cause de cela. Alors que c'est ça aussi l'expertise nationale. Donc il y a à se conformer aux normes, à se conformer aux exigences du marché pour garantir effectivement la qualité de votre produit. Ça, c'est déjà au niveau du carburant et dans bien d'autres services. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il y a un effort aussi à faire au niveau des entreprises en termes de pouvoir travailler ensemble de façon intelligente, en termes d'améliorer la qualité de leurs services et des biens qu'elles vendent, pour que, effectivement, quand celui qui commande, il est tranquille. Et il ne va pas mormonner parce qu'il y a une loi qui l'oblige à le faire et après il a un travail de basse qualité. Là aussi, cette exigence au Burkinabé, il faut le leur dire. D'accord. Alors, juge Bernard a mis le doigt sur quelque chose. Une chose est de vouloir donner l'exclusivité de la fourniture des biens et services aux nationaux, au-delà de l'aspect, je dirais, qualitatif, comme Bernard l'a évoqué. Est-ce qu'on a même, sur le plan quantitatif, des entreprises qui peuvent justement absorber ce part de marché qui va se dégager avec ce décret qui a été adopté hier? Moi, je pense qu'en la matière, il faut... Moi, je suis de ceux qui pensent que le contexte et les ouvertures, les champs des possibles, créent des opportunités et il y a des gens qui doivent s'assumer. Ça, c'est une réalité. Et lorsque vous avez un secteur qui avec ce qu'on connaît comme montée en puissance depuis un certain nombre d'années, offre autant d'opportunités, il faut que les nationaux puissent en profiter. Le rapport dont je parlais tout à l'heure, qui a été fait et par le ministère des Mines et la Chambre des Mines, parle de 500 entreprises de droit burkinabé qui capitalisent les 15% dans la fourniture de biens et services dans le secteur de biens et services miniers. Ça veut dire que si on a 500 entreprises de droit burkinabé, on peut encore en avoir plus si on oblige le partage du gâteau avec une proportion plus intéressante, notamment pour les nationaux. Quand c'est ouvert, qui ne veut pas avoir plus d'argent, qui ne veut pas s'investir dans un milieu plus porteur, tout le monde le fera. Ceux qui en ont en tout cas la capacité et l'expertise. Maintenant, si c'est pour aller seulement vendre de l'eau et puis donner quelques beignets, ce n'est pas comme ça qu'on va gonfler notre la part de sharing qui reviendra aux entreprises de droit burkinabé. C'est un gagnant en expertise parce que j'ai dit il y a des livraisons de gros matériel. Et bon, je me rappelle quand le problème avait été posé sur la table, c'était lors d'un atelier, c'était, je pense que c'était 2012, avec c'était Promine, voilà, Promine. On avait Promine 2012 et en mars, il y avait un atelier très intéressant qui s'était déroulé notamment même sur la question de la fourniture de biens et services miniers et l'ABM. L'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services miniers a partagé un certain nombre d'éléments. C'est qu'ils ne maîtrisent pas clairement quels sont les besoins souvent des mines. Soit ça veut dire qu'elles ne les expriment pas très souvent, donc ce n'est pas connu de ceux qui ont la capacité de fournir.
ou bien que ceux-mêmes qui ont la capacité de fournir doivent être aussi mis à niveau. C'est-à-dire c'est l'un et l'autre en même temps. Mais il y a, parce que vous ne pouvez pas être dans un secteur, vous êtes offreur de biens et services, tant que vous n'avez pas l'information de la demande, je ne sais pas comment est-ce que vous allez soumissionner, comment est-ce que vous allez être... Si ça se fait dans un cercle restreint, vous allez toujours échapper à cela. Je pense que c'est des choses comme ça qui devraient être réversées dans les discussions et les échanges dont parlait justement le ministre. Et puis j'ai dit qu'il y a la question aussi financière. Il faudrait que si on veut et qu'il y ait des Burkinabés qui comptent dans la fourniture de biens et services miniers, il faudrait qu'on puisse les accompagner. Sinon, ça demande des investissements si forts. Si vous voulez aller titiller des Bolloré, des Damco, vous voulez titiller des Total et autres, ça veut dire que derrière, il faudrait quelque chose de plus structurant. Et c'est-à-dire qu'on ne dira pas, allez-y, et puis on vous laisse vous débrouiller. Ça ne peut même pas fonctionner comme ça, parce que ce n'est pas une quincaillerie. Si c'était au niveau quincaillerie, on peut se débrouiller entre nous et puis on va faire ce qu'on peut. Mais là, c'est un domaine qui est qui demande des compétences spécifiques. La preuve, quand on parle du secteur minier, regardez, on a beaucoup de Burkinabés qui, dit-on, sont embauchés, mais vous allez aller dans l'aspect, plus vous montez dans la hiérarchie et vous montez dans l'organigramme, vous verrez moins de Burkinabés. Parce qu'il y a une expertise aussi qu'il faut former, et puis il y a ce qu'il faille aussi obliger l'acceptation d'utiliser les expertises avérées que nous avons. Ça aussi, c'est un combat qui devrait donc être mené. Donc je dis, ce qui arrive est très intéressant, mais il faut bien encadrer et obliger les entreprises minières, parce qu'elles sont très fortes, à les appliquer. Je ne vais pas rappeler ce que Bernard disait tout à l'heure sur certains engagements vis-à-vis des communautés même où ces entreprises minières-là sont installées. On vous dit de donner un pourcentage, ça devient des calculs. Ce que vous faites comme RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, vous voulez les déduire de ce que vous devriez verser, ça devient des complications. Parce qu'à chaque fois, c'est la réalité des tiraillements. Et puis, n'oublions pas aussi, quand vous prenez la plupart des entreprises qui s'installent, elles sont de certaines nationalités. Et ces entreprises-là, derrière, il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Avant que le contrat-là ne se signe, là, c'est le président d'eux qui vient ici, mais le ministre d'eux qui vient ici, avec ses hommes d'affaires derrière. Et c'est ceux-là qui ficellent ces gros contrats-là. Et quand ils finissent de ficeler ces contrats, ils donnent la priorité de la fourniture de biens et services à d'autres entreprises de leur nationalité. Vous avez une entreprise française, ils prendront le carburant avec une entreprise française, ils prendront jusqu'à la bouffe avec des entreprises françaises qui se feront livrer depuis. C'était lieu, quand on vous dira, ça va vous choquer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Donc quand on veut casser ça, je pense qu'on est en train de... C'est déjà courageux, mais il faut être vraiment courageux. Et il faut être volontariste. Il faut vraiment qu'on y mette tout. Je dis, il faut que, peut-être dans les discussions qui vont se mener, que certains abcès aussi soient crevés. Parce que ces entreprises minières, on sait comment elles fonctionnent ici. D'accord. Alors, Bernard Bouma, comme on le dit couramment chez nous, c'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Beaucoup estiment qu'avec le boom minier qu'on a, le gouvernement doit courageusement, très souvent et régulièrement, dépoussiérer le code minier pour que ça puisse davantage profiter au peuple burkinabé. Oui, tout à fait. Et l'adapter aux exigences du moment, parce que c'est un travail humain, donc il y a une amélioration continue, un toilettage continu à faire, à faire. Donc, ce n'est pas trop de demander cela. Donc, en même temps qu'on parle de la part à pouvoir accorder aux entreprises, mais le contenu local va également jusqu'aux emplois. Ça ne se limite pas seulement aux entreprises, ça va jusqu'aux emplois. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, écoutez, moi je ne peux pas créer et gérer une entreprise, je n'ai pas les capacités managériales, je ne m'y connais pas, franchement je ne peux pas. En revanche, je suis qualifié pour faire dans une entreprise, m'occuper de la gestion, comment on appelle ça, gestion des ressources humaines, je peux bâtir une stratégie de communication payante pour l'entreprise, ça moi je peux le faire. Donc il y a les emplois également au niveau des mines, où une part doit être réservé aux nationaux par rapport à un certain nombre de pourcentages. Dans d'autres pays, c'est clair. Si, en tout cas, moi, on m'a parlé de l'exemple du Ghana, je pas la preuve, en tout cas, un du domaine qui me dit, vous venez d'un autre pays, vous vous implantez pour une exploitation d'un site minier, donc l'or au niveau du Ghana, le directeur vient de votre pays, l'adjoint doit venir forcément du Ghana. Et si vous ne le prenez pas, chaque fin du mois, il y a un montant à déposer. Si l'adjoint n'est pas gagné, parce que vous dites que vous n'avez pas trouvé une expertise, on est d'accord.
mais une contrepartie. À chaque fin du mois, débrouillez-vous pour verser un certain nombre de montants. C'est comme si quelqu'un perçoit, ça revient dans les caisses de l'État. Donc vous payez un salaire à quelqu'un qui ne le touche vraiment pas, mais ça vient, comment on appelle ça. Donc vous êtes obligé de faire l'effort de trouver, parce que là aussi, ils ont une expertise locale. Même sur le site des mines burkinabè, il y a plein de Sud-Africains, il y a plein de Ghanéens, parce qu'ils ont eu le temps de former. Et nous, Pourra avait été déjà annoncé, et quand Pourra est fermé, à un moment donné, on a mis les choses sous le boisseau. Donc, alors que les dirigeants savaient que le Burkina a un potentiel minier, et ils le savaient, puisqu'il y a des études là-dessus. Donc c'était su depuis longtemps que notre pays a des ressources minières. C'était sûr, les dirigeants savaient. Maintenant, par rapport à la qualification de la main-d'œuvre, comment est-ce qu'il fallait préparer la main-d'œuvre? On n'a rien fait. C'est quand il y a eu le regain encore de l'intérêt au niveau des mines, le boom minier, comme vous le dites, qu'on a commencé à créer des instituts. Et c'est certains actionnaires burkinabés qui ont aussi lancé d'ailleurs ces mêmes écoles. Donc, c'est-à-dire former les mêmes pour les prendre dans leur propre entreprise. Mais c'est déjà bien. L'État également s'y est mis, mais on a mis du retard à former. Et ce que les barons des mines nous disaient quand ils viennent de leur pays, ils disent que non, pour telle qualification, pour tel poste, on n'en a pas, pour tel poste, on n'en a pas. Maintenant, en même temps, certaines mines ont contribué aussi à former beaucoup de jeunes burkinabés. Il y en a qui ont eu des bourses pour aller se former à l'extérieur, dans les domaines des mines et revenir. Au plan local également, des compagnies minières ont formé des jeunes burkinabés à certains métiers, la conduite des engins lourds et tout, en vue de pouvoir effectivement les employer. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Donc est-ce qu'il y a un quota qui est obligatoirement réservé aux Burkinabés quand vous venez pour installer une mine? On dit bon, la part 20% du personnel, 30%, 40%, je ne sais pas, en fonction aussi de ce qu'on a comme expertise, parce qu'il ne faut pas donner également un quota tout en sachant que l'expertise locale ne permet pas de fournir. Donc, il y a les emplois également au niveau des mines, comme on appelle ça, naturellement à regarder. Donc, il y a aussi, comme on l'a dit, un code minier à améliorer à tout moment. Et c'est comme ça que les populations, en fonction de l'amélioration, que les populations peuvent bénéficier des retombées. Parce que s'il y a des entreprises burkinabées qui prennent part et qui gagnent une bonne part de marché, ça c'est l'avantage du Burkina. S'il y a des travailleurs, de nombreux travailleurs, c'est l'avantage. Maintenant, s'il faut penser que quelqu'un va venir avec son jet privé, faire l'exploration, découvrir le gisement, et puis venir installer ses propres machines, commencer son exploitation, et vous comptez sur lui pour vous donner donner de l'argent pour dire que vous profitez des mines, ce serait une erreur. C'est pas possible. Parce qu'il va enlever comme ce qu'il a mis dans l'exploration. Ce qu'il a, le permis, il a acquis, il a payé. Et il paie des taxes. Quand les machines vont venir au port pour venir au Burkina, il faut les transporter pour venir. Il a un personnel à payer, des taxes à payer à l'État. Et puis, il y a aussi ces personnes qui se sont organisées pour prendre. Donc, à un moment donné, il dit, mais écoutez, la pression sur moi, elle est énorme, elle est forte. Je ne peux pas. Mais maintenant, si on a des entreprises locales, on a des Burkinabés qui prennent des parts de marché et des grosses parts de marché, et aussi des travailleurs burkinabés en nombre, en qualité, en quantité dans les entreprises qui sont très bien payés également, bien rémunérés. Parce que si vous n'êtes pas à des postes qualifiés et vous ne fournissez pas un travail de qualité, vous n'allez pas être bien rémunérés. Mais s'ils sont rémunérés conséquemment, ces mêmes vont susciter de nouveaux emplois. Et c'est comme ça que la communauté va gagner. Je pense que c'est comme ça que la communauté peut mieux gagner plutôt que d'attendre qu'un Canadien ou un Indien installe sa mine et maintenant vous arrose quelque temps de l'argent et puis ça va être très difficile. J'ai dit déjà, pour le Fonds local de développement minier, pour les communes, il y a beaucoup d'améliorations dans certains secteurs, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, déjà par cet argent. Imaginons quand on avait commencé depuis des années, si ce fonds était versé depuis cette époque-là, aujourd'hui où on en est, où certaines communes allaient être. Il y a des communes rurales qui n'allaient pas du tout envier des communes urbaines. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. Mais c'est déjà un pas de géant. Donc avec le contenu local, de mon point de vue, si on a des entreprises qualifiées et des employés également burkinabés qualifiés, on pourra faire un bond en avant, on pourra mieux profiter des mines.
Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture. Nous allons avancer, en tout cas, dans cette émission-là et aborder une question, une actualité qui a fait les choux gras de la presse nationale et internationale. C'est notamment la rencontre entre Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni. Une rencontre qui a finalement eu lieu hier, 22 septembre. Alors, c'est la première fois que les deux hommes se rencontrent depuis 2016, après la passation du pouvoir. En tout cas, officiellement, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Alors, juge, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même proportion, mais pour beaucoup, ça nous rappelle une certaine rencontre Ado-Gbagbo. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est vrai que on n'est pas dans les mêmes proportions, parce que Ado-Gbagbo, il y a quelqu'un qui a savamment conduit l'autre à répondre de faits dont il était accusé outre part, et l'homme en est revenu blanchi, et c'était vraiment différent, avec une pression aussi extérieure, parce que n'ayant pas trouvé grand chose, il devait être, comme le disent certains, remis à ses pairs pour pré-emploi, ou comme on dit, je ne sais plus. Donc il devrait rentrer. Et ça, il y avait une pression de l'extérieur pour que ça se fasse. Alors quand vous regardez Boni, Yayi et Talon, c'est d'abord des amis, des acteurs politiques majeurs de ce pays-là qu'est le Bénin. L'un a succédé à l'autre. Et puis les choses se sont très mal passées, à un point où on était à deux doigts d'une arrestation, et qui pourrait même virer au pire. On voyait comment est-ce que le domicile de Boni Yayi était devenu presque un siège pour ses proches, évitant qu'il y ait un genre d'assaut ou pour qu'il soit conduit pour une autre destination et quoi que ce soit. Donc on était arrivé à ce niveau quand même de tension entre ces deux hommes. Et puis, Boni Yayi aussi ne rendait pas la chose facile, parce qu'il était très acerbe, avec des critiques très virulentes à l'endroit de son ancien ami, mais qui est maintenant devenu chef d'État. Et donc, quand c'est comme ça, on demande le respect qui va avec. Et donc, c'était très compliqué. Et si je me rappelle bien, pour que Boni Yayi sorte, ça a été fortement négocié, ce n'était pas facile pour qu'il sorte du pays. Donc, c'est dans ce contexte-là que plusieurs fois des rapprochements ont été tentés. 2016, depuis, ils ne se sont pas rencontrés. Je pense que la CEDEAO avait tenté quelque chose, c'était en 2019. Et je le disais hier en avant-propos ici, Boni Yayi rentre, tout est organisé. Et puis, le moment d'aller voir son successeur, monsieur préfère aller rencontrer un autre opposant. Et la délégation de la CEDEAO est un peu confuse, est obligée de répondre au rendez-vous avec le président Talon. Donc ils ne se sont pas rencontrés. Cette fois-ci, je ne sais pas comment ça a été goupillé en dessous, mais ça a eu lieu hier. Ils ont discuté, on comprenait, moi je me dis les sujets déjà, on le savait plus ou moins. Avec autant de temps de friction et tout, et les propos tenus, des incarcérations et tout, de personnes dans le camp de Boni Yayi, c'est la première chose qu'il allait négocier. Tout comme pour faire un parallèle, vous parliez tout à l'heure de Laurent Gbagbo, quand il est rentré, c'est aussi ce qu'il a tenté de négocier, la libération de personnes qui, pour sa cause, sont en prison. Et Boni Yayi aussi, c'est quelque chose qu'il a eu à mettre sur la table. Maintenant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Talon, il s'est gardé de commenter l'échange qu'ils ont eu. C'est de la réserve, c'est le temps de réflexion, ou bien c'est le temps d'observer quelqu'un aussi qui est imprévisible, hein, comme Boni Yayi. C'est autant de questions qu'on peut se poser. Mais au moins les deux hommes se sont parlé. Depuis quand même 2016, il était temps. Alors ils se sont parlé, pour beaucoup, en tout cas c'est un grand pas vers l'apaisement politique, surtout comme Geoffroy l'a rappelé, il y a eu un contentieux entre ces deux hommes-là. Est-ce que effectivement cet apaisement tant souhaité là sera au rendez-vous après cette rencontre, juge Boukman? Bon, espérons, parce que Talon a démarré difficilement son mandat avec Boni Yayi qui venait de partir mais qui ne voulait pas partir. Donc il tenait à certains leviers à contrôler, parce que son poulain Zinsou, ça n'a pas marché pour Zinsou. Et puis, il y avait de la difficulté qui lui avait été créée par Talon. Donc, maintenant, la seule rencontre que les deux ont eue, c'est avec Alassane Ouattara qui les a réconciliés dès les premiers mois du mandat de Talon. Donc, sous la houlette d'Alassane, ils se sont parlé à Abidjan en quelques heures, puis ça s'est décrispé. Donc, effectivement, l'ultime tentative dont parlait Geoffroy, c'est Boni Yayi, lui d'ailleurs, qui a boudé la rencontre. Maintenant, hier,
Pour l'une des rares fois, on voit Boni Yayi en boubou et bonnet. C'est rare quand même. Le monsieur est toujours en costard, cravate. C'est vrai qu'il porte ses habits là, mais c'est quand même rare. Mais bref, c'est sûr que c'est pour décrisper sur les questions politiques. Et en même temps, ça vient, comme je l'ai toujours dit, en général, ce genre de rencontre pour décrisper, c'est lors des deuxièmes mandats. Quand j'ai remarqué dans l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui n'arrivaient pas à se parler, pour ceux qui sont en exil, c'est au cours du deuxième mandat que ces choses se font. Je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps, de mon point de vue, je pense que Talon est en train de desserrer les taux. Peut-être qu'il est en train d'envoyer aussi un signal aux Béninois qu'il veut partir. Donc il faut déjà commencer à ménager les choses et quitter les choses au terme de son mandat, son deuxième mandat. C'est ce que je me dis. Parce que monsieur qui venait pas à certains sommets de la sous-région a commencé à participer. Et avec cette rencontre entre lui et Boni Yayi, c'est sûr que c'est pour voir comment est-ce qu'il faut libérer ceux qui ont été détenus. Parce qu'il y a des personnalités dans le fief de Boni Yayi, chez lui, dans sa localité d'origine, qui sont sous le verrou. Accusés certains de troubles à l'ordre public, pour certains même jusqu'à de terrorisme. Donc c'est sûr que c'est pour naturellement décrisper ces choses-là. Mais c'est des personnes qui ne se faisaient pas confiance. Boni Yayi était convaincu que Talon, un bon homme d'affaires, qu'il a combattu et que, bon, finalement, il n'a pas pu, parce que Talon a connu l'exil à un moment donné en France, avant de revenir pour pouvoir se faire élire président, la suite on la connaît, qui était convaincu que monsieur, un bon homme d'affaires, va utiliser la machine de l'État au service de ses entreprises et va pouvoir effectivement prendre une bonne part du Bénin à travers ses entreprises et bon, patrimonialiser le Bénin. Donc c'était aussi, bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir ces griefs-là contre Talon. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui est devenu président. Il a gagné contre vous, il a été élu, bon voilà. Donc, mais maintenant même Zinsou aussi, c'était un homme d'affaires qui pouvait aussi faire pareil. Donc, l'un dans l'autre, c'est deux personnalités qui ne se faisaient pas confiance, mais en même temps, l'enjeu c'est beaucoup plus pour la question de pouvoir. Boni a perdu, son poulain a perdu, mais il voulait résister autrement, faire l'opposition, et il voulait s'incarner l'opposant réel de Talon. Peut-être pourquoi pas revenir comme Kérékou, qui avait été battu par Nicéphore Soglo et qui revient battre encore Nicéphore Soglo. Donc peut-être que Boni Yayi rêvait d'incarner cette opposition-là, tenir le premier mandat contre Boni Yayi Talon, et renverser la situation en sa faveur. Donc Talon aussi n'est pas dupe, c'est un homme d'affaires, il a bien vite compris. Donc ce monsieur-là, il faut lui mettre hors d'état de nuire, et c'est ce qu'il a fait. Donc, à un moment donné, mais c'était sous un blocus. Donc, espérons que réellement ça participe de la décrispation. Et moi, je pense déjà le fait que ce soit parlé, il y a des choses qui, naturellement, qu'on n'entendra pas, mais s'il y a de la bonne foi, une bonne dose de sincérité entre les acteurs politiques, comme même le réclamait Kakabe, espérons qu'on verra si les livres vont véritablement bouger, s'il y a eu de la sincérité dans l'approche. Alors, Juge Val a dit, en termes de contenu de cette rencontre-là, Yayi Boni a mis sur la table la libération des détenus politiques, il y a aussi le retour des exilés, mais beaucoup, en tout cas une partie de la classe politique béninoise, dit être restée sur sa faim parce qu'on n'a pas eu une réponse claire du président béninois. Quelle lecture vous faites justement de ce choix-là de Patrice Talon de ne pas communiquer? Est-ce une stratégie ou bien un respect du protocole? Les deux. Et politiquement, il ne peut pas sortir faire des annonces tonitruantes grandeur nature. Parce que il y a également de l'élégance à mettre dans les choses. Pour des gens qui sont détenus, pour des soupçons d'atteinte à la sûreté de l'État, pour des soupçons de complot, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'autres même sont accusés de comment on appelle ça, de velléité terroriste. Alors, il faut mettre de l'élégance quand même. Il faut mettre de la forme. S'ils sont pour dire effectivement, j'ai donné l'assurance à Boni Yayi, au président Yayi, que d'ici là nous allons libérer les prisonniers, nous allons, alors que c'est à la justice de faire ce travail. Maintenant, s'il va accorder une amnistie, il peut le faire. Comment on appelle ça? Une grâce présidentielle, je veux dire. S'il y a des gens qui sont jugés, condamnés, à qui il doit accorder la grâce présidentielle pour faciliter les choses, il va mettre la forme. Mais ça, c'est à travers une déclaration, soit en fin d'année, le fameux discours de fin d'année,
ou bien ça va être à l'occasion de la fête nationale du Bénin que ce genre d'annonces vont se faire, mais ça va être un acte concret, pour mettre de la forme, je veux dire. Voilà. Mais maintenant, si il y a aussi, comment on appelle ça, la justice qui au terme d'un jugement finit dit bon, les charges, il y a eu non-lieu, les charges sont ceci a été fait, cela. Là, je dis bien, c'est de mettre la forme. C'est ça aussi la responsabilité d'un chef de l'État. Maintenant, si vous sortez faire des annonces tonitruantes et après ça coince parce que les magistrats vont estimer que c'est une affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire politique, vous êtes bloqué. Dans d'autres pays, il y a que le politique, l'exécutif maîtrise les juges. Mais il y a d'autres pays où ils sont plus indépendants. Et c'est très difficile en ce moment. Je dis bien, il faut mettre de l'élégance, il faut mettre de la forme. Donc je pense qu'il y a cette prudence, de mon point de vue, moi c'est comme ça que je comprends les choses, il y a cette prudence qui fait que Patrice Talon ne veut pas faire d'affirmation, comme on appelle ça, claire et nette, de mon point de vue. Mais même si les Béninois s'attendaient à cela, parce que pour eux, ça va participer de la discrimination, j'ai dit déjà c'est un pas. Mais j'ai dit s'il y a une sincérité dans l'approche entre les deux, ça va se matérialiser par les actes. Peut-être on va commencer à libérer les menus frétins en attendant que les gros poissons, les gros morceaux commencent à être libérés, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça a commencé comme ça. C'est petit à petit. Après, les gros morceaux, les gros poissons sont sortis. Et il y a d'autres gros poissons qui sont sortis après. Mais il y en a toujours également qui sont toujours sous le verrou, mais qui vont aussi être élargis. De mon point de vue, je ne sais pas. Gbagbo lui-même, il a un 20 ans sur lui, mais il est dehors. Donc, je pense que, de mon point de vue, c'est au fur et à mesure. Mais s'attendre à des sorties fracassantes comme ça, c'est très difficile, surtout pour le tout premier rendez-vous. N'oublions pas que c'est également le tout premier rendez-vous. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est vrai que quand on regarde un peu dans les rétroviseurs, Yayi Boni n'a pas eu droit à prendre part aux élections législatives ni à la présidentielle. C'est vrai que dans l'ordre du jour qui a été donné, ces questions n'ont pas été officiellement évoquées. Est-ce que ce n'était pas également ces questions-là qui constituaient l'enjeu de cette rencontre entre les deux chefs d'État, enfin l'actuel et son prédécesseur? Bon, mais justement, vous évoquez là les sujets qui fâchent, alors qu'ils sont dans une dynamique de rapprochement. Donc on évite d'abord les sujets qui fâchent, quitte à les aborder à un moment d'apaisement, à un moment de confiance nouée et à un moment donc on va dire comme ça, de rapprochement assumé. Donc pour l'instant, je pense que c'est le plus important, c'est sauver un certain nombre d'éléments. D'abord faire sortir pour ce qui est de Yayi Boni, ses proches incarcérés. Parce que n'oubliez pas, son ancienne ministre de la Justice, Rikia Madougou, elle est emprisonnée, Aïvo Joël, lui aussi, il est derrière les barreaux. Donc c'est compliqué pour lui. C'est-à-dire que ce sont ses fantassins, il ne peut pas, lors d'une première rencontre, parler d'autre chose que cela. Et revenir sur les sujets brûlants qui ont créé le divorce qu'il y a eu entre eux. Et donc, pour moi, cela, ça se comprend. Et puis, de ce qui revient à des 50 minutes de discussion, il y a eu quand même 8 points qu'il a mis au devant. D'abord, la question de la libération de ses proches, le retour des exilés. Il a parlé d'un cadre qui devrait être créé de rencontres avec les anciens chefs d'État. Et ça, il l'a rappelé aussi à Talon. Et que sur la question de cohésion, il y a aussi un dialogue qui soit plus large avec les acteurs politiques et tout. Donc il a fait un certain nombre de propositions. Sûrement que ça va permettre, la décrispation aidant, d'aborder maintenant les questions qui ont fâché à un moment donné. Sinon, pour le moment, quand vous les mettez en avant, c'est que vous revenez en revanchard et on se pose la question de savoir, après autant de temps, si c'est pour venir encore ajouter des braises à ce qui brûle déjà, quelle est votre dynamique. Je pense que c'est ce qui a prévalu et qui fait que ce sujet qui est assez important, je pense, pour Boni Yayi, donne l'impression d'être relégué au second plan. Au nom qui n'est pas relégué au second plan, c'est une question de stratégie. D'accord. Les enjeux de la rencontre entre Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni et également l'amélioration des conditions de fourniture locale dans le secteur minier. Voici les deux sujets qui ont constitué, je dirais, le plat de résistance de la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final, en tout cas, à ce rendez-vous. Merci, monsieur le juge, pour ces clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truy TV et Watt FM.